Il est co-rapporteur de la mission d'information blockchain à l'Assemblée, parrain lui aussi de ce forum de la blockchain, député de la Loire En Marche. Jean-Michel Miss, je vous en prie, monsieur le député. Merci. Monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, Alan Strenman, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, mes chers collègues, Lord Laraudière et puis Julien Aubert, je souhaite également remercier RM Conseil, évidemment, grâce à qui nous avons pu, je pense, échanger de manière à la fois transparente, à la fois exhaustive sur un sujet qui est évidemment multifacette et qui nous oblige tous à beaucoup d'introspection, tant la matière est riche et fournie. Au regard de la qualité des échanges et des débats de cette matinée consacrée à la technologie blockchain, il me revient donc cette tâche à la fois délicate et passionnante de conclure ce forum. En tant que parrain de l'événement, permettez-moi de vous remercier pour l'expertise. La liberté de parole, comme je le disais, est en effet primordiale au regard des nombreuses applications concrètes de la blockchain qui émergent en France et partout dans le monde, que tous ensemble, acteurs économiques, scientifiques, pouvoirs publics et politiques, nous emparions des questionnements, des risques et des enjeux liés intrinsèquement à l'avènement de cette technologie. En tant que co-rapporteur avec Lord Laraudière de la mission d'information sur les blockchains et autres registres distribués, présidé par notre collègue Julien Aubert à l'Assemblée nationale, vous avez pu voir que l'esprit qui règne dans cette mission est à la fois sérieux et également, vous avez compris, je pense, pro-blockchain. Et nous avons ce devoir d'essayer de faire en sorte que la pertinence de ces interventions qui sont faites dans les commissions soit rendue de manière à ce que ce rapport puisse conclure de manière, je pense, à la fois prospectif, mais également apporter des réponses qui permettent de rassurer un certain nombre de questionnements qui étaient évoqués aujourd'hui. L'arrivée de la blockchain comme nouveau protocole d'échange de données est comparable à ce qu'on a pu connaître avec l'arrivée du protocole TCP à la création d'Internet. Cette technologie génère aujourd'hui, c'est un élément, je pense, assez sensible, le même nombre d'utilisateurs et le même montant investi qu'Internet en 1995. Aussi, ne réitérons pas les mêmes erreurs, Laure l'a rappelé tout à l'heure, que ce que nous avons pu vivre en 1994 avec Internet et le rapport terrible, même si effectivement chaque chose doit rester égale et examinée dans le contexte historique du moment. Ce rapport expliquait que puisqu'Internet ne représentait qu'un 12e du chiffre d'affaires du Minitel, il était un épiphénomène dont la construction collaborative et distribuée n'était pas du tout adaptée à la fourniture de services commerciaux. Nous avons laissé filer notre chance pour nous voir imposer aujourd'hui les normes de géants américains et chinois. À ce jour, la blockchain commence donc à générer des usages. Or, vouloir lutter contre les usages est tout simplement impossible. De la même manière que YouTube, Airbnb ou Uber existaient avant d'être régulés, il nous faut maintenant nous emparer de cette question. La création de la mission d'information à l'Assemblée nationale, qui plus est commune à 3 commissions, prouve que le législateur s'est enfin emparé de la question. Durant cette matinée, ce sont donc les questionnements liés aux enjeux économiques et de souveraineté qui ont alimenté nos débats. En effet, comme vous l'avez rappelé dans la présentation de ce rendez-vous, ce forum devait être l'occasion d'explorer le potentiel de transformation digitale que nous offre la blockchain, transformation transcendant le strict cadre de l'entreprise pour interroger plus largement une transformation de l'État et de la société. Aujourd'hui, c'est une plateforme américaine permettant aux journaux, via une blockchain, de publier directement leurs papiers. Il y a quelques mois, c'était Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui annonçait que l'État effectuerait des expérimentations sur la blockchain en cours de mandat, en relation avec des collectivités territoriales. Puis, le ministre de l'Économie, à la veille du G20, en mars dernier, rappelait que cette révolution bouleverserait nos usages quotidiens dans les secteurs de la banque et de l'assurance, des marchés financiers, mais aussi des brevets et des actes certifiés. Demain, la santé, l'énergie, l'alimentation, le droit, le transport. Cette ligne n'est pas exhaustive et on en a eu quelques exemples, de beaux exemples aujourd'hui. Le champ des possibles est très vaste, tout en gardant à l'esprit que cette technologie ne peut pas non plus être à elle seule la solution à tous nos maux. Aussi, face à la digitalisation des activités humaines et à la nouvelle manière d'échanger que nous offre cette technologie, je souhaite revenir devant vous sur 3 points, 3 défis que nous devons relever. Tout d'abord, je pense qu'il nous revient à nous politiques de changer notre discours et d'appréhender au mieux les enjeux. Quand nous évoquons cette technologie, nous ne pouvons pas seulement penser en termes de blanchiment d'argent, de fraude, de terrorisme, de risques, de périls énergétiques, d'éléments anxiogènes. Ces problématiques existent, nul ne les niera, mais ils ne doivent pas nous interdire de profiter d'une technologie que d'autres n'hésiteront pas à utiliser.
La très grande majorité des acteurs de ce secteur souhaitent assurer un développement pérenne de leur activité, créer de la richesse, créer de l'emploi, permettre à la France de retrouver sa place. Il nous faut donc savoir nous former à ces problématiques, à ces questionnements. Il nous faut pousser les portes des start-up, nous remettre en question. Puis il nous faut soutenir et accompagner le développement de ce secteur. Les actions de soutien public à l'innovation sont cruciales pour éviter qu'une recherche française, voire européenne de qualité, ne profite principalement à des entreprises tierces. L'annonce de l'éventuelle création d'un fonds d'innovation de rupture à hauteur de 10 milliards d'euros est un bon signe. D'après une enquête publiée par JobLift, métamoteur de recherche spécialisé dans les offres d'emploi en France et en Allemagne, les offres d'emploi destinées aux experts blockchain ont augmenté en moyenne de 48% tous les mois depuis 2016. Certes, de par cette technologie qui automatise des tâches de saisie, de contrôle, d'enregistrement, certains emplois seront amenés à disparaître, mais d'autres porteurs de valeur ajoutée se développeront. À nous ensuite, législateurs comme pouvoir réglementaire, d'apporter des réponses. Il nous faut repenser un cadre législatif et réglementaire permettant d'offrir la sécurité juridique aux acteurs économiques de ce secteur. Qui pourrait se projeter à long terme dans un pays où du jour au lendemain, on pourrait déclarer son activité illégale? Les banques, d'ailleurs, refusent encore d'ouvrir un compte aux start-up se lançant dans ce secteur. Et comme l'a rappelé M. le ministre de l'Économie et des Finances, nous devons devenir les acteurs de cette révolution. La technologie ne sera exploitée correctement et de manière productive sans nouvelles règles et approches juridiques. Nous devons inventer un cadre à la fois flexible et évolutif, adapté à un secteur où les évolutions technologiques sont très rapides, mais aussi adaptable au niveau européen. Peut-être devons-nous envisager un droit relatif à l'expérimentation, un droit à un temps de l'innovation, une sorte de bac à sable comme le suggèrent beaucoup de professionnels de ce secteur. Cette piste de travail est certainement à creuser au regard des retours d'expérience que nous avons pu découvrir dans le champ de notre mission d'information. Mais je pense que notre première priorité est de repenser certaines dispositions purement pratiques dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de l'accompagnement. Prenons pour exemple les règles qui entourent l'usage des cryptoactifs. Si l'ordonnance du 28 avril 2016 qui autorise l'utilisation de la technologie blockchain pour le commerce des mini-bonds, c'est-à-dire la création de prêts aux PME via des plateformes de financement participatif utilisant la blockchain est déjà un premier pas, elle n'est pas à mon sens suffisante. Ainsi, nous devons rapidement apporter une qualification juridique aux jetons numériques appelés tokens. En Allemagne, par exemple, le Bitcoin est rapproché du statut de la monnaie. Il est donc taxé comme une section d'action. En France, par défaut, il rentre dans la définition du bien meuble. La fiscalité qui affecte les cryptoactifs en France peut atteindre 66% des bénéfices réalisés lorsque le Danemark, le Portugal exonèrent ces derniers. En termes de fiscalité et de comptabilité, ces qualifications sont plus que nécessaires si nous voulons garder en France nos porteurs de projets, nos investisseurs et nos talents. La loi Pacte devrait fournir des éléments de réponse, notamment pour les ICO, c'est-à-dire les levées de fonds utilisant des tokens comme actifs émis par une société et des crypto-monnaies comme valeur d'échange pour acheter ces tokens. Elle ne devrait pas les interdire, contrairement à la Chine, mais être dans une logique de liste blanche. L'autorité des marchés financiers devrait donner son agrément facultatif avant l'émission de jetons. La France sera ainsi la première nation à se doter d'une réglementation sur les ICO et ainsi favoriser l'innovation pour renforcer l'attractivité de la place de Paris. Les questions de la protection des données avec l'application de la RGPD, du droit de la preuve avec le développement des smart contracts, sont aussi des sujets que je pourrais développer. Mais le temps m'est compté et je crois que ce n'est pas le but d'aller au-delà aujourd'hui. Je terminerai mon propos sur les enjeux de souveraineté liés à l'utilisation de cette technologie. En effet, aujourd'hui, aucun protocole ne s'est encore imposé. Les blockchains sont des infrastructures d'Internet, des protocoles. Une fois définis, ils serviront de chemin. Alors ne nous laissons pas imposer ce modèle venu de l'étranger qui pourrait nous rendre dépendants. Comme l'expliquait Alexandre Stachenko de Blockchain Partner, il est curieux de voir que la gestion de l'Observatoire européen de la blockchain pourrait être confiée à une entreprise américaine qui n'utilise qu'un seul protocole blockchain. Il est important de prendre du recul pour ne pas se laisser imposer tel ou tel protocole. Il est primordial que l'État accompagne et promeuve nos entreprises françaises qui ont le savoir-faire dans ce domaine. Il est aussi crucial que l'État se pose la question des régimes applicables aux mineurs, indispensables à certains protocoles blockchain. On ne peut pas devenir dépendant de mineurs seulement installés à l'étranger. Il pourrait être même judicieux que l'État et les administrations donnent l'exemple. La blockchain pourrait participer à la construction d'une nouvelle forme d'administration. En effet, la modalité registre de la blockchain pourrait être utilisée pour les actes d'état civil ou le cadastre, comme l'Estonie nous en a donné l'exemple. Nous avons un besoin de confiance numérique. Or, la blockchain peut permettre la mise en place d'une telle confiance, notamment de par la traçabilité et la certification que garantit cette technologie. N'est-il pas temps maintenant, au-delà de toutes les expériences, d'aller plus loin en transformant l'essai en un modèle économique rentable? Il nous faut favoriser la transformation digitale des entreprises qui ont saisi les opportunités disruptives de la blockchain en l'appliquant à leur métier stratégique.
Il nous faut aussi éduquer et former à ces nouveaux protocoles à la fois nos enfants et nos étudiants. On voit bien le déficit aujourd'hui en termes de capacité à pouvoir avoir des experts de haut niveau sur ces sujets. Il nous faut saisir ces opportunités. Les normes encadrant ces protocoles ne sont pas encore écrites. La France a la possibilité de faire valoir sa vision. Il en va de sa souveraineté. Et je crois que d'ici la fin de l'année, à la fois, comme l'a rappelé Laure, entre la loi Pacte et la loi de finances pour 2019, nous avons tous les véhicules juridiques pour pouvoir accompagner, sécuriser et apporter de la confiance aux porteurs de projets. Merci à vous.